Aujourd'hui, nous allons explorer le monde du parfum, un univers de mémoire, de chimie, de poésie et aussi de chiffres colossaux. Vous découvrirez comment le parfum est né, comment il est arrivé en France, comment on le fabriquait autrefois et comment on le fabrique aujourd'hui. On parlera aussi des grandes maisons de parfumerie, des métiers cachés, du rôle si particulier du nez, de la stratégie marketing derrière le choix d'un nom et de certaines histoires étonnantes, voire bouleversantes. Alors déjà, premièrement, qui a inventé le parfum? En fait, son histoire, elle commence en Égypte antique, il y a plus de 5000 ans. À l'origine, les parfums étaient des huiles utilisées lors de rituels religieux et funéraires. Le mot parfum, par ailleurs, vient du latin perfumum, à travers la fumée, car on brûlait des résines aromatiques pour communiquer avec les dieux. Les Grecs et les Romains ont ensuite perfectionné cet art. Les huiles parfumées faisaient partie de l'hygiène quotidienne, mais aussi de la séduction et du statut social. Le parfum arrive véritablement en France avec Catherine de Médicis au XVIe siècle. Elle introduit ses parfumeurs italiens à la cour de France. À l'époque, l'hygiène étant limitée, les parfums servaient surtout à masquer les mauvaises odeurs. Et c'est aussi à cette époque que Grasse, dans le sud de la France, devient la capitale du parfum. On y cultive la rose de mai, le jasmin, la tubéreuse et bien d'autres fleurs utilisées dans les plus grands parfums. Alors, comment fabriquait-on le parfum autrefois? En fait, jusqu'au XIXe siècle, on utilisait des techniques naturelles. L'enfleurage, on déposait les pétales sur de la graisse pour capturer leur essence. La macération, on faisait infuser des fleurs ou des racines dans de l'huile ou de l'alcool. Et enfin, la distillation venue du monde arabe qui permettait d'extraire les huiles essentielles à la vapeur. Mais ces méthodes étaient longues, artisanales et exigeaient une immense quantité de fleurs. Dès le XIXe siècle, les grandes maisons naissent. On a donc Guerlain en 1828 avec Chalimard, Jicky, L'Heure Bleue. Ensuite Chanel et son mythique numéro 5, lancé en 1921 avec Ernest Beau. Dior avec Miss Dior, hommage à la sœur de Christian Dior, résistante pendant la guerre. Puis Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Hermès. Et plus récemment, des maisons comme Juliette Hazegun. Ces maisons sont à la fois des marques, des laboratoires créatifs et des icônes culturelles. Alors, comment est-ce qu'on fabrique un parfum aujourd'hui? Aujourd'hui, un parfum, c'est souvent un mélange de matières naturelles et de molécules de synthèse. Donc voici le processus. On a le parfumeur ou le nez qui crée une formule, parfois avec des centaines d'ingrédients. La macération, donc le concentré est mélangé à de l'alcool. La maturation, le mélange repose plusieurs semaines. Et la filtration, puis le conditionnement dans les flacons. Les molécules de synthèse sont essentielles. Elles permettent de reproduire certaines odeurs inaccessibles, d'améliorer la tenue et de préserver l'environnement. Alors, combien de fleurs faut-il pour 1 litre de parfum? En fait, la quantité nécessaire est absolument phénoménale. Pour 1 litre absolu de jasmin, il faut environ 1 tonne de fleurs. Attendez, pour la rose de mai, il faut environ 4 tonnes de pétales et pour la tubéreuse, entre 3 et 4 tonnes. Les fleurs sont cueillies à la main, à l'aube et leur rendement en essence est infime. Un flacon de parfum peut donc représenter des hectares de culture et des semaines de travail manuel concentrés en quelques gouttes. La création d'un parfum implique de nombreux spécialistes. On a le nez ou le parfumeur qui possède une mémoire olfactive hors du commun. Les formulateurs et les chimistes qui assurent la stabilité et la sécurité du produit. Les évaluateurs testent les formules. Les designers qui conçoivent le flacon. Et enfin, les personnes qui travaillent dans le marketing pour imaginer l'univers du parfum. Alors, comment est-ce qu'on choisit le nom d'un parfum? Donner un nom à un parfum, c'est un exercice de style et une décision stratégique. Le nom doit être à la fois évocateur et émotionnel, court et mémorisable, universel et surtout juridiquement disponible. Des noms comme Poison, L'Interdit, La Vie est belle racontent déjà une histoire. Mais certains noms sont refusés ou interdits, notamment à cause de leur signification locale. Prenons le cas d'Aurore, un parfum interdit au Canada.
Une marque française voulait appeler un parfum Aurore, un prénom doux et poétique. Mais au Canada, et en particulier au Québec, ce nom est interdit à la vente pour un parfum. Mais pourquoi ça? Parce qu'il évoque Aurore Gagnon. C'est une fillette québécoise qui est morte en 1920 après des années de maltraitance. Connue comme l'enfant martyr, son histoire a bouleversé tout le pays. Elle est devenue un symbole national de l'enfance brisée. Donc utiliser ce prénom dans un contexte commercial et glamour a été considéré comme une offense à la mémoire collective. Le parfum n'a donc jamais été autorisé à la vente sous ce nom. Ce cas illustre combien le langage, la culture et la mémoire collective influencent la parfumerie. Ce qui semble poétique dans un pays peut être tabou dans un autre. Le parfum, c'est aussi une industrie gigantesque. En 2024, le marché mondial du parfum vaut plus de 55 milliards de dollars. La France est le premier exportateur mondial. Environ 400 millions de flacons sont vendus chaque année. En France, les exportations de parfums et cosmétiques ont dépassé 20 milliards d'euros. Et un lancement de parfum peut coûter des millions d'euros en publicité, clips, mannequins, campagnes virales. Et surtout, 80 à 90% du prix d'un flacon vendu en parfumerie ne correspond pas au parfum lui-même, mais au marketing, packaging, distribution, taxes et marges. Un parfum, c'est donc une émotion vendue avec précision, calibrée pour toucher juste au cœur, au nez et au portefeuille. Le parfum, c'est donc un art invisible. On ne le voit pas, mais il marque. Il raconte des souvenirs, des intentions, des désirs. Il unit la science, la nature, la culture et le commerce. La prochaine fois que vous vous parfumez, souvenez-vous, vous ne portez pas seulement une odeur, vous portez une histoire, un travail, un rêve en flacon. Et voilà, est-ce que vous portez du parfum? Et si oui, quel est votre parfum préféré? Merci pour votre écoute, à très bientôt pour un nouvel épisode.